Pourquoi est-ce qu'il y a autant de femmes dans l'art abstrait? Vous allez découvrir si vous vous endormez pas. Pira da Silva, John Mitchell, qui est une femme proche de l'abstraction américaine, Louise Nevelson, qui est une femme sculpteur passionnante, Geneviève Haas, qui est l'équivalent de cette peinture américaine en France, et Aurélie Nemo, Martha Pan, Pierrette Bloch. Et si vous deviez vraiment vous endormir, vous verrez que s'il y en a qui connaissent le coin, Martha Pan, elle est tellement connue que de l'autre côté du lac, à Courcouronnes, il y a sa sculpture. Enfin, personne ne le sait, mais je vous le dis. Et puis, dans la deuxième partie, je vous montrerai, parce que Audrey avait montré qu'on dit les femmes entrent par la marge, c'est-à-dire comme les domaines d'architecture, de peinture sont plutôt réservés aux hommes, et qu'il est plus difficile de le devenir, elles vont prendre les miettes, mais rentrer par les miettes. Donc, dans l'art textile, beaucoup, dans le design, on l'a vu un peu, et, ce serait difficile de faire un partage, mais dans les grands chorégraphes du XXe siècle, c'est quand même beaucoup des femmes. En général, c'est qu'on fait ces deux séances qui sont jumelles, c'est-à-dire on vient dans de l'art d'aujourd'hui. Les femmes qu'on va voir aujourd'hui sont nées entre les années 30 et 60. Donc on a des artistes qui sont très proches de nous. La prochaine fois, on regardera le pendant, donc on a plutôt de l'abstraction avec peu de repères liés au combat des femmes et au statut de l'auteur. Et aujourd'hui, et la prochaine fois, des gens qui sont complètement dans ça. Donc avec les deux, on verra comment ça s'équilibre. L'association. Une petite pique pour commencer. Je rappelle que c'est en 71 seulement que c'est surtout cet essai-là. Donc, on l'a beaucoup dit dans l'année, pour ceux qui ne seraient pas venus ou qui ont oublié, c'est que on est partagé entre deux choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire à la fois, voilà, dès qu'on l'entend dans la bouche des gens dans la rue, c'est oui, mais je suis pour les femmes, enfin attention, je ne suis pas féministe, hein, ça veut dire je ne suis pas casse-couille en fait. Et en même temps, je veux dire, les combats féministes, je vous en donne un tout de suite qui est simple, c'est que Linda Noslin, c'est la première qui a dit tiens, et si on faisait un livre en 71, hein, c'est pas très vieux, sur les femmes dans l'art, qui ferait une liste de tout ce qu'on peut trouver. Et personne n'y avait pensé. Et il y en avait des piles entières. Alors bien évidemment, enfin c'est le bien évidemment qui était interrogé sur toute l'année, c'est qu'elles n'étaient pas meilleures, mais elles étaient oubliées. Je vais vous en remontrer à nouveau quelques-unes qui font que des artistes de talent, c'est même une petite coquetterie, pourquoi est-ce que les femmes disparaissent? Voilà, qui veut tracer les contours d'une histoire de femme? Dans l'art, le début de l'article Wikipédia est intéressant, la fin, c'est pas un article, se heurte à plusieurs problèmes, absence de données biographiques, anonymat des créatrices, quand on est dans le domaine marginal du textile, des affiches, voilà, on n'a pas forcément de données, la dégradation des productions, l'abandon du nom de jeune fille. C'est-à-dire que je vais vous montrer quelques-unes de ces femmes qui, quelquefois, sont connues par leur mari ou à côté de leur mari. Et puis, la réappropriation du travail féminin par les hommes. Madame Audrey a cité pour Charlotte Perriand et Le Corbusier, quand même, des récupérations. Alors, ce qui devient difficile, c'est que c'est pour ça que je disais, ça c'est la partie féministe, c'est qu'on pourrait penser que c'est un engagement qui est cerné, enfin concentré sur un point. Je ne vous le développerai pas, mais l'extrait de la thèse raconte bien que les luttes féministes, elles se heurtent à un autre problème, qui sont les luttes tout court. C'est-à-dire qu'au sein du Parti socialiste, au sein du Parti communiste, ben en fait, il s'agit de lutter pour les travailleurs, quel que soit leur sexe. Donc c'est un prix de gros. Mais ça veut dire que... Alors, première difficulté, c'est qu'il y a une sorte de lutte qui peut se mélanger, qui peut se délayer. Et puis la seconde, qui est plus redoutable encore, c'est que, je vais vous le montrer tout de suite, mais même au sein de mouvements féministes actifs comme le MLF, il n'y a pas forcément d'image. C'est-à-dire ce sont des gens, souvent des femmes, mais qui viennent de la lutte écrite. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les cahiers du cinéma à leur début. Quand on est un vrai bon marxiste, il n'y a pas de photos. Les photos, c'est fait pour détourner l'attention, c'est un truc de frivolité, quoi. Donc, des mouvements qui se constituent pour défendre les artistes, femmes, il n'y en a pas, en fait, au sein du MLF lui-même. La seule, la plus forte, et la pure génie, c'est elle. Ça, c'est... si tu es ado et que tu sais même pas ce que c'est que la lutte des femmes, tu le lis, tu rigoles bêtement. Et Heidegger au Congo, c'est le sous-entendu sur le fait que le philosophe était nazi, qu'il y avait un petit lien avec Tintin au Congo lui-même. Je veux dire, il suffit de...
C'est presque rien et ça suffit. Et puis c'est une femme qui invente énormément de langage en plus. Et vous pouvez faire la liste, il y avait ça lors de son expo à Beaubourg, des noms qu'a inventé Bretécher pour nommer tous ses petits collègues, c'est invraisemblable. Voilà, et puis en plus, elle a là aussi une vraie immense carrière, c'est qu'elle a su voir les adolescentes des années 70, mais si vous avez vu Docteur Ventouze, bobologue, c'est-à-dire le fait qu'on soit continuellement en train de flipper sur notre santé, c'est assez terrible. Et puis surtout, les récents, c'est la super mamie qui a un portable, qui est une vraie purge. Elle a accompagné l'observation sociologique sur des générations entières. Elle est aussi la seule femme dans les trois qui reconstitue le magazine Pilote. À côté de Mandrika et Gottlieb, c'est une femme qui a une importance énorme dans l'histoire de la bande dessinée, mais dans l'histoire de l'art normalement. Alors le résultat concret de ce que je viens d'introduire là, c'est que on n'a pas besoin de savoir que c'est une femme pour qu'elle ait de la valeur. Par contre, elle vient d'avoir seulement, elle est encore vivante, une exposition à Beaubourg dans la bibliothèque. C'est-à-dire elle est encore dans la marge. C'était une très belle expo, mais c'était dans la bibliothèque. Donc c'est juste un rappel que la visibilité a quand même des différences implicites, une sorte voilà, avortement libre et remboursé pour toutes. Voilà, en plus les images sont assez puissantes. Avec un juge, un flic, un médecin. Et puis ça a quand même un petit peu, ça n'a pas beaucoup bougé. Enfin ça va, ça vient, ça va. L'accès à l'avortement reste quand même quelquefois un peu compliqué. Alors je reviens à mon point de départ et à l'introduction générale, et puis après j'irai sur les femmes d'eux. C'est que Linda Noechlin a l'idée, je ne sais pas si vous êtes anglophone, je sais plus. Noechlin. Ok. On peut le trouver traduit? Non. C'est qu'on attend les historiennes de l'art, parce qu'on est dans une histoire d'aujourd'hui. Hein. On est dans une histoire où, je vais vous dire un truc que je vais oublier de dire après, mais pour que les femmes artistes soient visibles, achetez-en. Vous voyez, c'est qu'on est aussi public et on ne va pas attendre 20 ans que ça disparaisse. C'est que pas parce que vous auriez une collection d'art au féminin, mais parce que c'est comme tous les artistes, il faut les aider à vivre. Et que si la visibilité est plus difficile, il faut en montrer. Alors, la seule traduction qu'on ait équivalente, c'est ça. Mais vous voyez qu'on va... c'est encore une innovation. On va sur pas tout à fait récemment, c'est déjà pas mal. Et puis on en parlait avec Catherine, il coûte un bras. Alors, la précision, c'est ça. Un petit extrait de Fabienne Dumont pour finir sur de la théorie pendant que vous êtes de bonne humeur. Voilà. Elle parle des femmes de 70 à 82, donc on est sur la dernière partie. Là, elle voulait faire connaître ce qui s'est passé dans l'art au moment de la libération des femmes. Vous voyez, parce que Mitterrand en 81 fait un ministère des droits des femmes, de la femme, avec Yvette Ronny, donc c'est toujours la même. C'est compliqué en plus comme sujet, je n'ai pas d'avis définitif, et à l'intérieur des mouvements de lutte, vous savez très bien que c'est pas définitif. Quelle est la meilleure solution pour lutter? Quelle est la façon d'organiser la visibilité? Est-ce qu'un ministère de la femme, c'est pas un truc bidon? Et en même temps, s'il n'y en a pas, ça veut dire autre chose. Donc on ne va pas résoudre ça tout de suite. On va résoudre ça au café. Alors si je vais un peu vite, voilà. Sur cette, on est bien d'accord qu'on est sur 70-82. Hein, donc c'est un peu plus tard que ce que je vais vous montrer ensuite. Elle rentre dans les écoles de beaux-arts, elle forme 40 à 50% des élèves. Voilà, la proportion a tendance à augmenter. Aucun professeur en 80. Les difficultés sont à situer plutôt possibilité de réseau d'interconnaissance, c'est-à-dire en fait il faut qu'il y ait quelques femmes qui commencent à entrer pour que le réseau commence à se fabriquer. Le gouffre s'ouvre quand on analyse dans les galeries. Donc quand on regarde Simès, 20e siècle, Opus International, les années 70, on a 5%. Et entre le néant et 20% selon les revues. Voilà, elles sont très très peu visibles. Vous ne pouvez pas vous intéresser, donc vous ne pouvez pas en acheter, donc vous ne pouvez pas les exposer. Côté exposition, les salons comptent 14 à 20% de plasticiennes. Alors le célèbre et controversé 12 ans d'art contemporain en France, qui est un peu une date en 72,
4 femmes sur 106 artistes. Ça fait 3,77. Je lui fais confiance, j'ai pas recalculé. Au musée d'art moderne, 13%. Oui, donc c'est quand même... C'est pour dire, on n'est pas sur des luttes où... oui, on voudrait un petit morceau en plus, c'est quand même vraiment très peu. Et comme je dis, pour résumer à chaque fois, on ne peut pas dire qu'elles sont nulles, puisqu'on ne les a pas vues. Ici, au musée d'art moderne, 12% sur la période 70-80. Voilà, 88% sont des hommes. Oui, ça fait 100% si vous suivez. Sur les expos internationales, parce qu'on pourrait se dire, voilà, c'est les Français. Sur la documentaire, sur la biennale, on est à 12%. Et alors que je vais vous en montrer plein. Et puis 5% sur un indicateur de notoriété. Alors, ça c'est assez intéressant, c'est que c'est assez évident cette raréfaction sur 30 années. 30% dans féminin masculin, le sexe de l'art en 95. Et c'est une expo en 95. Il n'y a pas 30%. Aucune thématique féministe face à l'histoire, qui était une grande rétrospective sur l'art en France en 95. Et puis sur l'expo des années 70, dont on va avoir plein d'œuvres en 2002, 9%. Donc ce qu'elle raconte, c'est que, et ça je ne vais pas le développer, mais il y a donc des groupes qui vont se constituer, qui ne sont pas forcément connus, voilà, avec une théoricienne. Le premier groupe recensé, ça va vous rappeler votre jeunesse ici, c'est qu'en 81, on avait déjà parlé de l'Union des femmes et peintres sculpteurs. Il y a un qui est juste, qui sera rénové par Christiane de Casteras, c'est-à-dire, et elle crée un groupe qui s'appelle Fémini Dialogue. Donc elle reprend un groupe qui s'était créé à la fin du 19e, dont on avait parlé. C'était l'occasion pour les femmes artistes de montrer leur travail. Et vous voyez, elle dit, je trouve intéressant qu'elle fasse les deux, les travaux qui sont présentés, ils sont plutôt classiques en fait, c'est-à-dire, c'est pas forcément une revendication dans les œuvres. Et l'avant-dernière chose, c'est qu'il y a l'année internationale des femmes qui se met en place, vous n'étiez pas là, qu'est-ce que vous foutez ? Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a cette expo Fémini Dialogue, parce que lors de l'année internationale des femmes, il était prévu en 1976 au musée d'art moderne une expo qui s'appelle Collectif Femmes Art, et elle est annulée. En tout cas, c'est l'occasion de les voir qui a été ratée. On a un groupe qui s'appelle Art et Regard de Femmes. Et alors la conclusion qui est très intéressante, c'est qu'elle dit, finalement, les groupes n'ont pas fonctionné, ils n'ont pas donné de la visibilité forcément. On a bien sûr, où est-ce qu'il est passé Antoinette Fouque, qui a une librairie, revue, galerie, dans laquelle elle montre des œuvres. Je vous rappelle, parce que je l'ai fait en conférence il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence sur l'année 78. C'est quand même en 78 que, lors d'un procès à Reims ou à Tours, il y a quand même 2 jeunes femmes qui ont été violées. Et les 3 types qu'on a arrêtés, c'était dans un camping. En fait, l'attitude, on a Antoinette Fouque qui vient les défendre. Non. L'avocate de la cause des femmes. Merci. Gisèle Halimi qui prend l'affaire en main et qui va la médiatiser. Elle veut faire témoigner des tas de femmes. C'est refusé au procès. Mais les violeurs, un des violeurs dit qu'il est assez surpris parce qu'elle lui a pas dit au revoir en partant. Oui, on est en 78. Hein. C'est-à-dire que le fait de petit à petit mettre sur la place publique les violences faites aux femmes, ça a l'air d'être un truc obsessionnel, hystérique, mais c'est aussi, je veux dire, c'est invisible en fait, c'est juste ça, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que finalement, ces regroupements, ça a peut-être permis à ce qu'elles se rencontrent, et de sortir de leur isolement de femmes et d'artistes. Vous voyez, c'est là où sa thèse est intéressante, c'est que c'est pas juste, elles seraient femmes, elles sont dans un coin, c'est des pauvres filles. C'est que, en tant qu'artiste, tu es toujours seul, donc le regroupement permet ça. Et d'en discuter, et puis parfois d'exposer. En fait, elle dit, en parallèle de ces groupes, on note la construction de théories concernant la production d'œuvres par des artistes femmes, mais les avis divergent sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui revendiquent une espèce d'autonomie sur les sujets, ce qu'on verra la semaine prochaine. Marina Abramovic ou Cindy Sherman, sont des femmes qui travaillent sur le sujet des femmes et leur image, donc on ne peut pas penser que ça ne soit pas fait par des femmes. Mais je vais vous montrer Pierre Bloch, ça va beaucoup vous passionner, c'est que
Je vais vous montrer aussi, c'est absolument génial, Raymond Darcier, la prochaine fois, qui fait une poupée géante. Voilà, et ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, l'imbrication des expériences des femmes permet de créer une dynamique sur la présence de plasticiennes. C'est-à-dire en se rencontrant entre elles, en faisant groupe, en faisant réseau, ben, ça fait peut-être pas grand-chose, mais ça fait beaucoup en fait. Et c'est sans doute dans ces choses-là, dans le croisement qui est en train de se faire, qu'on fait ça. Alors, si je prends quelques exemples assez courts, c'est assez mignon, on ne va pas développer. Voilà, vous connaissez peut-être parce qu'il y a ce petit livre qui vient de sortir. Les deux petites filles de Gabrielle Picabia, que voici, qui est la femme de Francis Picabia. Donc, on a une, si vous avez l'occasion, le livre est pas foufou, mais vachement passionnant parce qu'en fait, la fille, elle a disparu en fait. Elle a vraiment disparu, alors que quand je prends le seul petit bout de bio de Wikipédia, c'est rigolo comme tout. Elle est par exemple, on va commencer fort, la traductrice de Kandinsky en France. Voilà. Et puis l'autre truc qui est rigolo, c'est qu'elle fait de la peinture assez classique. Elle rencontre en 1909 Picabia. Et elle est, en octobre 1902, c'est elle qui fait se rencontrer tous ces gens. Elle se trouve avec sa mère dans la maison familiale d'Étival. Picabia la rejoint avec Apollinaire et Marcel Duchamp. Et c'est là que Apollinaire écrit Zone, le premier poème d'alcool. Et ce voyage inspirera les notes marginales à Duchamp, qui s'appelle Route du Rhin-Paris, de la boîte de 1914, qui est l'ancêtre de la mariée mise à nu. C'est-à-dire qu'elle est au cœur des rencontres entre des artistes vraiment très importants. Elle est sans doute facilitatrice, et elle y participe aussi, elle n'est pas juste en train de faire mettre la table et de la débarrasser, mais elle a totalement disparu. C'est-à-dire on a quand même des textes qui sont pas connus. Ça fait un. Ça s'appelle Femme 2, ce petit chapitre. On a une autre artiste qui est passionnante, qui s'appelle Sophie Tauber. Alors là, on va supposer que je ne sais pas le dire en allemand, voilà, qui est au début, dans les années 10, très proche du mouvement dadaïste. Comment vous dites ça, madame? Merci. Elle va être proche des dadaïstes, mais surtout proche des mouvements d'abstraction, on va dire Mondrian, entre l'Alsace et l'Allemagne, les débuts de l'abstraction. Là, on est dans les années 20 parce qu'elle va participer à une création qui est une des dates principales de l'histoire de l'art. C'est qu'il y a à Strasbourg un salon de thé qui s'appelle l'Aubette, qui va être construit par Theo van Desburg, qui est l'architecte, le copain de Mondrian, on va dire. Et c'est elle qui va faire l'ensemble. Voilà, elle va faire l'ensemble des motifs textiles et graphiques. Voilà, il a été détruit, il a été reconstruit à l'identique, j'ai toujours pas vu. Alors, il a été reconstruit le même. Alors oui, elle a encore le droit d'être là, mais en fait, elle est surtout connue pour s'appeler Sophie Tauber Arp, parce qu'elle est la femme de Jean Arp, Johann Arp, qui est un grand, à la fois dadaïste et abstrait du début des années 20. Les poupées, c'est elle. Voilà, donc elle est... c'est assez compliqué finalement, je ne peux pas développer, mais enfin je me dis tiens, je vais montrer des femmes d'eux, puis j'en trouve plein alors. Vous connaissez sans doute Sonia Delaunay. Alors là, c'est le moment de se lâcher. C'est aussi nul que son mari. Mais il n'y a que lui qui est connu. Sonia Delaunay, plutôt par les robes, plutôt par le textile, et pas assez par l'illustration de la prose du Transsibérien de Sandrart, ce qui est quand même énorme. Les grands tableaux qui sont au musée d'art moderne, c'est quand même ceux de Robert. La Tour Eiffel, tout ça, quoi. Là, on le voit assez mal reproduit, mais c'est un livre en accordéon qui se déplie. Et en fait, le récit, c'est la prose du Transsibérien de Sandrart, donc un récit d'un voyage qu'il aurait fait en train. Et donc, c'est pour ça que le livre est en accordéon, c'est que l'architecture du livre, elle participe à l'histoire. Et donc, elle a... En fait, ça, c'est une page, ça, c'est une page, et ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, oui. Donc, Sonia Delaunay, il y avait une exposition au musée d'art moderne, il y a peu.
elle va travailler, oui, plutôt sur des textiles, plutôt sur de l'impression, de l'édition, des choses qui sont... Qu'est-ce que tu dis? Alors là, c'était pour faire plaisir à Catherine, mais qui n'est pas là. Georgia O'Keeffe est aussi une femme que Stigler, un des grands photographes du début des années 20 aux États-Unis, va prendre en photo, alors qu'elle fait des peintures assez abstraites, en fait, qui sont d'inspiration au début un peu florale, peut-être un peu sexuelle. Oui, c'est ça quand on est prof d'histoire de l'art. Alors, si je vois des trucs sexuels, alors, qui est-ce qui parle? C'est le cœur. Non, mais quand même, il y a un peu une symétrie avec des formes qui se répondent, c'est quand même un peu un élément de reconstitution, on va dire ça comme ça. Alors, ce qui est intéressant, je faisais un clin d'œil à Catherine, parce qu'en fait, je trouve ça pas très intéressant comme peinture. C'est une femme qui a énormément compté. Et puis, pourquoi est-ce que je trouve ça pas intéressant? C'est Catherine qui va s'en occuper l'année prochaine. J'aurai l'occasion d'en dire quelque chose. C'est une esthétique qu'on retrouve pas mal en type de couleur dans les années 70, en fait. Dans cette façon de jouer avec les gammes de couleurs, c'est assez beau de couleurs. C'est le fait qu'il y ait une répétition qui est vraiment continuelle. Au mieux, quand c'est un peu abstrait, on n'est pas loin de l'Ampika dans la gamme de couleurs, dans des choses qui sont où elle est plus géométrique. Mais quand c'est vraiment fleur, j'avoue que j'en vois un ou deux et puis ça m'intéresse moins. Par contre, les deux points d'intérêt, c'est que c'est une vraie artiste avec une vraie création énorme sur une très grande quantité de temps. Plus la dernière partie de sa vie, elle revient à la figuration et au paysage américain, donc elle est en train de questionner un peu le territoire où elle se trouve. Mais elle est beaucoup. C'est peut-être la moins de toutes, mais la femme d'eux. Le moins, parce qu'elle est graveur, elle est modèle, elle est assez importante. Et puis, c'est l'occasion, elle n'est pas trop la femme d'eux, mais elle est passionnante, et elle va être exposée à Beaubourg, ça recommence. C'est Natalia Goncharova, parce qu'il y a une petite expo qui commence à Beaubourg là. Et vous avez noté qu'il y a Kupka qui commence au Grand Palais. Ce qui est très passionnant dans le travail de Goncharova, enfin non, dans l'expo qu'on va voir à Beaubourg, c'est que, ça c'est pour ceux qui m'ont entendu souvent, parce que vous avez compris quelquefois je dis du mal des artistes, mais j'essaye de justifier, hein, c'est pas juste pour rigoler. Je suis pas fan non plus de Chagall, mais il est dans l'exposition parce que sur le début des années 1905-1910, il est en Russie avec tous ces gens, et je trouve que les œuvres de Chagall du début sont vachement plus intéressantes que les personnages plus entre guillemets anecdotiques qu'il va développer après. Natalia Goncharova, moi j'aime beaucoup ça parce que ça a une grande puissance de couleur, d'audace. Voilà, c'est son portrait, ça fait penser presque à Suzanne Valadon. Un truc un peu fort et un peu brut. Et assez sensible de couleur. Paysan au travail, musée de Grenoble. Portrait de Larionov qui est son conjoint, pas conjoint. Esquisse vers l'abstrait. Et en plus, on a quelque chose qui est intéressant, on a du portrait presque figuratif et puis des choses qui sont proches de... C'est la même période que Malevich à ses débuts. C'est-à-dire des choses qui sont un peu naïves, qui viennent de l'art traditionnel russe, en fait. Il y a un cubisme russe de l'Est qui est plus passionnant que notre cubiste tristounet de Braque et Picasso. Et voilà cette toile qui est à Beaubourg, qui est une merveille, qui est une grande toile. Et puis voilà, là le sujet, on est plus du tout dans un truc qu'on pourrait associer à féminin, si tant est qu'on puisse le faire. Donc voilà, j'ai fait le début finalement, le début des années 10, 20, 30, où on a encore des femmes d'eux. Je vous ai redit à quel point les droits jusqu'à aujourd'hui n'étaient pas forcément les plus flagrants. Et alors ce qui est intéressant avec une femme comme Joan Mitchell, c'est que on a une femme artiste complètement.
et qui se mesure plutôt à l'histoire de l'art en fait que à l'histoire d'un médium. Pourquoi? Parce que elle est américaine. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas bouger? Et elle est une revanche intéressante. Elle est la femme d'un artiste très connu qui s'appelle Jean-Paul Riopel, qui est canadien-québécois, et qui dans les années 60-70 est extraordinairement connu, plus tellement aujourd'hui. Et ils font un couple qui est la tête à l'envers, ils habitent de maison côte à côte, ils dînent ensemble, ils se déchirent, ils se remettent ensemble, c'est redoutable. Et ils ont une peinture abstraite qui est proche de... Je vous le montre tout de suite. Alors elle s'installe avec lui à Vétheuil, c'est-à-dire ils adorent Monet. Ils quittent les États-Unis et le Canada et ils s'installent là où Monet a peint cette église et où il a, en basculant vers... les toiles qui sont faites à Vétheuil sont très marquées par le brouillard, par la brume, et donc on a quelque chose qui devient très, très abstrait, on le voit surtout sur celle-ci. Et Joan Mitchell va vivre toute sa vie à Vétheuil. C'est une photo de Édouard Roubat de 84. Donc, elle est associée à cet endroit isolé du reste du monde, jouant avec un fantôme d'un artiste qui n'est plus là. Et ça donne des choses qui sont très abstraites, mais dans laquelle on peut, j'ai mis les plus faciles au début, on peut retrouver des éléments de paysage. Là, on a une espèce d'horizon. On a des couleurs qui peuvent faire penser au paysage, mais on a quelque chose que Joan Mitchell sait très bien faire, c'est recouvrir. Vous voyez, il y a des ocres jaunes sur lesquels elle met des bleus clairs ou des bleus foncés, sur lesquels elle met des verts. Et donc on a un effet de transparence qui fait que la surface elle est en train de vibrer beaucoup, il se passe plein de choses dedans, même si elle va jouer aussi, et de plus en plus, avec le tour blanc en fait, de l'ensemble. Elles sont des très très grands formats. Là aussi, c'est la même chose que ce que fait Pollock. Lui, il fait au sol. C'est la même chose que fait Rothko, tous les artistes des années 40-50. Mais c'est pourquoi j'ai mis cette dame, c'est que c'est une peinture dans laquelle, ça s'appelle color field en américain, c'est-à-dire c'est un champ de couleurs. Il n'y a pas de règle, mais en un sens, ça se regarde comme effet. C'est-à-dire tu rentres dedans, un peu comme une toile de Klein toute bleue. C'est pas la peine de regarder l'ensemble, c'est mal peint. C'est le mal peint bien fait qui est intéressant parce que entre les zones qui sont ici où le orange domine, on a l'impression ça pourrait être une espèce de tapis de végétation qui se confondrait avec un horizon, mais si vous pratiquez la peinture, vous savez que le orange mélangé avec le bleu, ça fait du cacaboudin. Alors si vous ne le pratiquez pas, je vous assure, c'est une recette qui est tout à fait fiable. Ce sont des couleurs complémentaires, donc il suffit de les mettre ensemble, c'est le bordel. Donc à première vue, il faut avoir des grands oranges, travailler sur des choses qui sont sèches. Vous ne pouvez pas travailler dans l'urgence. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une peinture, on dirait qu'elle l'a barbouillée en 2 secondes en étant énervée. En fait, c'est une peinture qui met du temps à faire, qui est beaucoup reprise, elle efface, elle reprend. Vous voyez, tous les bleus sont des jeux de superposition, et on voit des petites traces de orange en dessous, sur lesquelles elle revient. C'est assez difficile de savoir comment elle commence et comment ça se continue. Et puis elle joue avec cet espace, en fait, avec l'espace que fabrique la toile. C'est-à-dire le simple fait qu'on pourrait penser que celle-ci a été collée à celle-là, et sans doute, mais en l'espaçant et en faisant une suture, elle fait quelque chose qui fait que la rupture devient intéressante. Et là, on a... vous connaissez peut-être Rothko, Pierre Rothko, qui a été exposé au musée d'art moderne. Ça commence à faire, il y a peut-être 10 ans maintenant. Oh là là, on était jeunes. Et c'est vraiment une peinture qui est faite pour être vue en vrai, en grand en fait. Mais le fait que le bouillonnement d'écriture qu'il y a là-dedans, moi j'aime beaucoup Sam Francis que j'ai montré régulièrement, il y a quelque chose comme ça, c'est un vrai sens de la couleur, mais si on doit départager entre l'énergie du geste et puis celui de la couleur, elle est forte dans les deux quand même. C'est-à-dire qu'on dirait des petits signes calligraphiques. Si vous n'aimez pas l'abstraction, que vous voulez revoir des paysages, il y en a quand même pas mal en fait dans ce qu'on voit là. Ça tombe bien, c'est bientôt fini les paysages.
Alors, on a des éléments dans lesquels on se balade, et ce qui est très étonnant, ça ressemble, j'en ai pas mis en exemple, mais les toiles de la fin de la vie de Monet sont exactement comme ça, c'est-à-dire il fait un truc qui est interdit, il fait pas de cadre avant de commencer, il peint, et puis en fait c'est comme un nénuphar qui pousse, c'est-à-dire la matière envahit la toile et va pas jusqu'au bord, et c'est une façon très curieuse en fait de faire comme un cadre dans le cadre. Ouais, c'est comme si la peinture n'allait pas jusqu'au bout. Elle peint plus tellement sur chevalet, elle peint la toile est posée sur le sol, ça change complètement le rapport de surface. Elle va jouer avec les effacements, ce que je vous disais. Elle va jouer avec les recouvrements. Vous disiez, on a des oranges qui restent. On a des titres complètement abstraits. Hein. Elle va jouer un peu avec les coulures. Et là, c'est exactement le genre de toile où, pour le découvrir, parce que j'essaye aussi de donner des conseils pratiques, quand on n'aime pas un truc, il faut en regarder plusieurs pour voir si c'est vraiment toujours la même chose. Là, c'est un peu le cas. Quand vous en voyez un, quelquefois, ça donne l'impression que c'est un peu vite fait, mal fait. Et si vous ne l'avez pas vu, vous avez loupé beaucoup, c'est que l'endroit où on voit le plus de Monet, c'est à Marmottan. Et il n'y a pas longtemps, ils ont exposé John Mitchell collé à Monet. Et ça, c'est très très passionnant à voir, parce qu'il y a des moments où on a du mal à départager. Là, on a un peintre qui s'appelle Eugène Leroy, qui fait des choses recouvertes, comme ça. Elle peut faire des choses très fluides. Et en même temps, vous voyez comment le blanc se promène un petit peu partout. Pour se promener dans des peintures comme ça, vous prenez l'orange et puis vous vous baladez. Oui, il a tendance à être aérien, alors que le bleu a tendance à tomber comme ça. Comme s'il venait de la gauche vers la droite. Le vert, il sert de couvercle. Il est au-dessus, mais en même temps, hop, il se promène à plein de petits endroits. Il arrive à descendre jusqu'en bas. Et puis on a comme un sol qui fait un noir, qui a l'air d'être un peu envahissant, alors qu'il n'est pas présent, mais c'est parce qu'on le voit à plein d'endroits dans les mélanges. En fait, on arrive à rentrer en profondeur, on arrive à rentrer en surface, du haut en bas ou de la gauche vers la droite. Et c'est la richesse de la promenade du regard, c'est ça qui fait que c'est une grande peintre abstraite. Je vous rappelle que quand c'est projeté, c'est de la lumière, donc c'est toujours plus beau qu'en vrai, pour l'aspect déceptif. Comme on dit aujourd'hui, voilà, c'est plus mat, mais par contre c'est à peu près grand comme ça. Là, on a des choses qui pourraient être proches de, alors j'ai dit Monet, proches de l'art asiatique dans la façon de gérer les espaces. Et puis, il suffirait de mettre 3 tiges. Elle fait des séries qui s'appellent, on y vient tout de suite, Tournesol, mais ça pourrait être des fleurs. Je trouve très intéressant la façon dont on hésite entre des signes graphiques et de la couleur. Vous voyez, on pourrait, un bout comme ça peut suffire, c'est très beau. Ça passe dans ça, le dégradé est très très intéressant. Et puis les petits rouges deviennent des violets, les couleurs chaudes. Et puis les petits gris qui étaient en dessous, qu'on n'avait pas fait gaffe, en fait, ils sont en train de reprendre le dessus, et là, ils sont en train de gagner. Et puis ce qui est intéressant, qui fait que c'est pas figuratif, c'est que il y a plus forcément, vous savez, quand on fait de la peinture abstraite, c'est un truc tout bête, hein, si vous avez envie d'en faire, je vous ai dit, le meilleur accès pour faire de l'art quand on ne sait pas en faire, c'est de faire du collage. Découper des trucs ou coller. Ça ne demande rien comme formation, ça demande juste d'être abonné à Paris Match. Ou au Figaro Magazine, ou à le récupérer. En plus, vous faites de l'art de récupération, c'est encore plus chiant. Eh bien, en abstraction, dès que vous mettez une ligne horizontale, c'est la mer. Une ligne horizontale, c'est l'horizon. C'est la mer, le ciel, le haut, le bas. Ça ne se pose jamais avec une ligne verticale. Une ligne verticale, c'est très lointainement un homme debout ou un poteau, mais pas tout à fait quand vous coupez l'ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on le voyait sur le précédent. Voilà, il y a quand même un haut et on ne peut pas s'empêcher si on veut voir quelque chose. D'ailleurs, on a du mal à ne pas voir quelque chose. Hein. Notre esprit veut reconnaître des objets, avoir un ciel ou avoir une terre. Ce qui est intéressant, c'est le lien entre les signes graphiques et la couleur, mais en plus, cette capacité qu'on avait vue dans celui-ci, de casser les repères verticaux horizontaux. Ça, c'est un dessin, ça. Vous voyez, c'est du pastel, en fait, qui est effacé. C'est très beau, en fait. Enfin, c'est très beau. Il faut peut-être que, à la récré ou tout de suite, vous disiez si vous n'aimez pas ça, c'est possible.
Alors j'ai mis d'abord les très beaux, et puis après j'ai mis les moins beaux qui sont moins faciles à faire passer, mais les deux m'intéressent justement. Pas parce qu'il faudrait que ça soit beau à chaque fois, justement. Voilà, on est... là, le noir a tellement dominé qu'il a tendance à salir la surface, et les blancs sont très très présents, on a du mal à... Il y a cette espèce de croix centrale, on n'arrive pas à s'en sortir, qui fait qu'on ne sait pas où regarder, en fait. Par endroits, il y a des effets de couleur où les bruns reprennent des verts et reprennent des bleus, ça aurait pu marcher. Celle-là, je la trouve pas très réussie. Alors, j'en montrerai pas aujourd'hui, mais un artiste important des années 50 en Belgique, c'est Bram van Velde qui fait ce genre d'effet de recouvrement, disparition. Voilà, et là, ça fait penser plus à Sam Francis avec le contour. Voilà, à quoi ressemblent les formats. Ce sont vraiment des très très grands formats. Et alors en fait, c'est des peintures, oui, on est en 1990, l'image s'appelle Rivière parce que justement, étant proche de Véteuil, c'est un sujet qui va revenir assez souvent dans son travail. Le paysage. On peut faire du paysage abstrait, ça se fait. C'est l'horizontalité dont je vous parlais. Voilà, on a l'impression que ce sont deux jumeaux. Le fait de les coller change l'image. On n'a plus le suivi de l'un à l'autre, on est un peu perdu. Alors en livre, ça donne moins. Vous voyez, elle travaille à même le sol. Comme toute l'école américaine, ça vient un peu casser le traditionnel rapport au chevalet, au pinceau, au dessin que faisait toute l'Europe depuis toujours. Ça, ce sont des séries de pointes sèches sur le thème des tournesols. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on est... c'est une fois que je vous le dis qu'il y a des fleurs. Mais une fois qu'on sait que ce sont des fleurs, la lutte entre le fait de vouloir projeter dessus des fleurs et le fait qu'on n'en voit pas, quasiment pas. Il suffit d'avoir des tortillons pour que ça fasse des fleurs, mais enfin... les tournesols, je m'y connais pas bien, mais c'est pas tout à fait comme ça. C'est un différent stade, en fait, parce que ça devient noir. Oui, en plus, à la suite de Monet, et puis avec toute cette peinture américaine, le travail en série, c'est-à-dire une image vient compléter une autre, et une autre, et une autre. Ça aussi, c'est une série qui s'appelle Tournesol. Si vous regardez bien, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont... Ah bah oui, mais si tu dis tournesol et que tu mets jaune et noir, t'es cuit. Oui, il y a beaucoup d'effacement par le blanc. C'est-à-dire qu'en fait, elle a fait des zigouillis partout et elle est revenue avec du blanc. Donc les espèces de vert, c'est du blanc sur du noir-vert. Et là aussi, les tournesols. Et vous voyez, la gamme de couleurs qu'elle a, elle a complètement évolué par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure de bleu-orange. Un titre réaliste, ça je peux vous dire, sur une toile comme ça, sincèrement, je m'en fous, ça s'appelle Tournesol. Ben en fait, ça change quand même le sens. C'est-à-dire, si je te dis pas tournesol... Pas tournesol, mais je veux de la peinture, et la peinture intéressante. Voilà, mais si je te le dis, ça change la façon de le voir. C'est que si je t'avais dit c'était caché, ça changeait la façon de le voir. Je suis pas certaine. Enfin bon. C'est-à-dire que ça incite à chercher une tournesol. Voilà, c'est ça. C'est l'enjeu qu'il y a dans la peinture figurative et la peinture abstraite, en fait. Les verts, c'est très réaliste par rapport au tournesol. La tournesol de femme, ça fait un espèce de vert de gris comme ça. Mais après, on s'empêche pas de trouver des systèmes de petites feuilles, de choses comme ça, mais de toute façon, ce que dit Madame Liebig, c'est que l'intérêt de la toile n'est pas dans la ressemblance au tournesol, sinon là, c'est un peu raté même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en train, plus seulement d'être dans l'abstrait, en mettant son titre, mais elle est en train de réassumer l'origine, en fait, l'inspiration de départ. Ça serait plus simple de dire sans titre. Oui. Mais qu'elle réajoute un titre, ça change la façon dont on voit l'ensemble. Ça fait 4 mètres.
Vous êtes très très grand. Alors voilà, ça c'est ce qui est intéressant, c'est que si vous ne voyez que ça, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce qu'est John Mitchell. Parce que là, on dirait des grabouillis en fait. C'est centré, c'est recouvert, sont des signes énergiques avec presque rien. Par contre, quand vous le regardez de près, après tout ce qu'on vient de voir, il y a quand même beaucoup de nuances de couleurs. On est dans des verts, dans des mauves qui sont fabriqués par le vert et le rose l'un sur l'autre. Des rouges, des noirs, on a beaucoup d'éléments pour se repérer. On a quelquefois une peinture qui est faite à grande brosse très puissante, quelquefois avec beaucoup de détails et de coulures, quelquefois des choses plus en épaisseur encore. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un espace qui est incroyable. On voit ce plan-là, puis à cause de ces lignes-là, on voit tout de suite quelque chose qui part en profondeur, et puis à cause de ce rectangle-là, on a quelque chose qui est dans le fond. C'est pas parce que c'est abstrait qu'il n'y a pas de perspective, en fait. C'est ça qui est très intriguant. C'est de l'huile? Oui. Quelquefois, ça peut être très très en épaisseur. Ça aussi, c'est les tournesols, juste. Oui, ce sont des grands formats. Alors, on va pas couper tout de suite, parce que je vais vous montrer une femme qui est tout à fait contemporaine de John Mitchell, qui est américaine comme elle, et qui vient aussi de l'art abstrait, qui s'appelle... Alors, Pierre Nevilson? Nevilson? Alors, qu'est-ce que fait Louise Nevilson? Elle dit je veux devenir sculpteur et je ne veux pas l'être de la couleur. Et en fait, elle est d'origine russe et elle vient aux États-Unis. Oui, elle est à New York dans les années 20. Et divorcée, elle part en Europe où elle rencontre un homme qui va être très important, qui s'appelle Hans Hofmann, qui est pour aller vite, le peintre allemand qui va amener l'abstraction aux États-Unis. Et elle devient assistante de Diego Rivera, ce qui est quand même pas mal. Elle suit de nouveau les cours de Haussmann et de Gross aux États-Unis. Et puis, sa première expo personnelle est en 40. Et qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle récupère des objets qui étaient à jeter. Et cette installation, alors c'est presque de la sculpture, dans laquelle elle assemble les éléments les uns à côté des autres, puis elle les peint, en fait. Et donc, on a à la fois une sculpture, elle a fait beaucoup de systèmes de boîtes comme ça, à la fois une peinture, parce qu'en fait, la différence entre les objets, le volume, il est annulé, en fait, par la couleur. Et puis, on a un système de rythme qui fait presque de l'écriture par endroits, qui fait qu'on a quelque chose qui est très, très personnel, qu'elle va travailler tout au long de sa carrière. Quelquefois, ça peut être très ornemental. Quelquefois, ça peut être... Oui, c'est posé à même le sol, c'est une sorte de sculpture presque architecture. Ouais, il y en a une grande à Beaubourg. Le seul équivalent qu'on pourrait trouver, c'est Tinguely un petit peu. Tiens, l'idée d'associer des tas d'éléments qui deviennent autre chose que ce qu'ils sont, et graphique, et puis mais Tinguely joue avec la couleur. Puis il est beaucoup plus en volume. Voilà, on a à nouveau une peintre abstraite, si on peut dire ça comme ça, mais qui est dans cette même époque des années 40-50 aux États-Unis, mais peut-être un peu plus proche de Rauschenberg et des gens qui vont récupérer les déchets et jouer avec, parce que le fait qu'on puisse un petit peu identifier, mais on ne peut pas tout à fait identifier d'où viennent les objets, mais on voit bien que ce sont des objets, ou que ça a été des objets. Ce qui fait que c'est pas tout à fait de l'abstraction pour de l'abstraction. Et c'est assez beau quand on est devant. Voilà, quelquefois les boîtes ont tendance à revenir énormément vers l'avant, quelquefois elles viennent moins vers l'avant parce qu'on a toutes ces verticales qui sont très fortes.
Puis cette espèce de volant géant qui vient me voler la vedette. Vous voyez, il y a des choses qui sont plus en avant que d'autres. Et puis des volumes qui deviennent assez complets ou assez complexes. Alors là aussi, la taille, le rapport au corps du spectateur, le rapport à l'espace environnant est quand même très très important. Alors, avant de faire une pause, si vous le voulez bien, je vais vous montrer une femme artiste que vous connaissez peut-être peu. Qui vient aussi de ce mouvement. Alors, elle est européenne, elle vient de l'Est, j'ai un doute de... Attendez, est-ce que j'ai... Non. Elle va faire... Ah ben je vais vous le dire dans 2 secondes, oui. Non. C'est parce que je croyais que j'avais noté... Elle s'appelle Martha Pan. P-A-N. Oui, Martha, M-A-R-T-A, et Pan, P-A-N. Mais on dit Martha Pan souvent, ou Martha Pan, ça dépend des gens. Je l'ai montré tout à l'heure. Ouais. Et voilà, elle va travailler sur des formes qui sont assez simples, assez stylisées. Elle va jouer sur les équilibres. Vous vous doutez bien que sur l'histoire de la sculpture, il y a moins de femmes, moins souvent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on a, dans les années 50, quand elle travaille, elle est proche de Henry Moore ou d'artistes comme ceux-là, on voit beaucoup de sculptures dans les années 60-50 qui ressemblent à des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle joue avec les points d'équilibre. C'est-à-dire qu'un objet est posé sur un objet, il est assez pur. Il y a quelque chose de très actuel, d'ailleurs, dans les formes comme ça, depuis que Zaha Hadid, l'architecte, travaille avec des ordinateurs. On voit des formes de design qui font penser à ça. En même temps, le travail du bois poncé comme ça fait très daté. Ça fait un peu table basse en rondin de bois chez ta mamie moderne. Mais ce qu'elle va initier aussi, c'est des sculptures flottantes, en fait, qui est là aussi une façon de revoir l'histoire de la sculpture, puisque normalement, ça flotte pas, normalement, ça ne bouge pas, alors que là, ça tourne, puisqu'il y a des points d'équilibre. Et puis, c'est en polyester. Et puis, parce que ça flotte, parce que sinon... Elle s'est pas entrée dans le truc, ça flotte. Non, ça bouge, en fait, ça remue, tu vois, c'est la même qui va et qui vient. Non, il n'y en a pas à Chamarande. Il y en a eu pas mal. Elle a eu, alors c'est là où je vais en venir aussi, c'est que pour un sculpteur, c'est assez quotidien, mais pour une femme, on n'en avait pas vu beaucoup, c'est qu'elle va faire beaucoup d'œuvres dans l'espace public. Et elle va le faire à 2 endroits que vous connaissez peut-être. Alors, elle a sa maison qu'on peut visiter parce qu'elle a été, ça faisait longtemps, la femme de André Woganski, qui est le grand assistant architecte de Le Corbusier, qui a fait pas mal d'architecture passionnante. C'est pas la plus passionnante, il a fait l'hôpital de Corbeil, qui est réattribué, mais ça, c'est pas le mieux qu'il ait fait. Et elle va faire à Saint-Quentin-en-Yvelines cette structure qui sert d'axe, en fait. Et donc, elle va travailler avec des matériaux qui sont assez sobres, assez simples, des formes assez simples, mais elle va changer de matériaux assez souvent. Voilà le Signal qui est juste derrière la bibliothèque de l'autre côté du lac, qui a été un endroit et qui a été rechangé d'endroit, parce qu'en fait, il est rouge parce que l'idée, c'était de jouer avec le parc qui était derrière, qui est vert. Mais là, il est sur un parking, il a perdu de sa force. Voilà, les éléments jouent avec la matière, mais c'est pas qu'une artiste de la matière, c'est une artiste qui joue avec les vides et les pleins aussi, avec l'équilibre qu'il peut y avoir et avec les effets que fabriquent les vides dans l'environnement. Ça, c'est à Brest, ce sont des sculptures musicales avec de l'eau. Enfin, une bonne nouvelle en Bretagne. Et des éléments qui sont coupés au moment où vous les attendiez pas. Hein. Voilà, Martha Pan, qui est morte il n'y a pas très longtemps. Et voilà, un jeu d'éléments de coupe et découpe qui font que l'objet lui-même est intéressant, le vide que fait l'objet lui-même est intéressant, et puis les objets entre eux font des objets. Ce qui est tout à fait passionnant. Et le bâtiment, c'est André Woganski, l'architecte qui est je vous dis, il était assistant de Le Corbusier, mais son assistant qui a fait les bâtiments pour lui. Hein. Et sa maison,
Elle est dans le 78, truc en Yvelines. Faut trouver. Je sais plus. Je vais vous le rechercher si vous voulez. Est-ce que c'est écrit quelque part? Saint-Rémy-les-Chevreuses. Les Chevreuses, mais je sais pas si elle est visitable autant que ça. On en voit de temps en temps revenir. Si vous allez dans des musées où il y a des choses qui datent des années 50, je parlais avec des élèves du LAM, qui est un très beau musée à Villeneuve-d'Ascq, l'île Art Moderne. Il y a beaucoup de sculptures monumentales dedans et il y en a. C'est très, très chouette. Quand on reviendra de la pause, vous verrez, c'est pas ce qui est le plus connu, mais c'est très fascinant, le travail d'Aurélie Nemours. En sculpture, alors c'est là où c'est dommage qu'il n'y ait pas Catherine, c'est parce que c'est au FRAC de Bretagne et donc il y a un petit clin d'œil de menhir, pas qu'un peu, mais Aurélie Nemours, elle travaille plutôt l'abstraction en fait. Et puis je pense que vous allez bien aimer, alors qu'elle n'est pas très connue, le travail de Pierrette Bloch, qui fait une espèce de dessin, on pourrait dire, avec presque rien, que je vais vous montrer en revenant de la pause. Et puis on dansera. Dans les années 50 en France, on est toujours dans la peinture abstraite, on est toujours dans l'art abstrait qui est quand même l'art dominant de ces années-là, et qui, ça serait une étude à faire d'ailleurs, mais vous savez que l'art abstrait va être très très important en France dans les années 40, 50, jusque 60, et on ne verra pas arriver la vague Warhol pour faire vite, tellement on sera dans cette idée d'excellence de l'art abstrait, soutenue par Malraux, soutenue par les constructions, les 1%, qui auront été relancées. Notamment le magnifique, ça y est, ça me réchappe, tapissier. Donc, l'URSA, voilà. Quand même, on a été l'ursatisé à un grand coup de masse. Heureusement, tout est dans les réserves, mais ça a été redoutable. Et donc, Marie-Elena Vieira da Silva, elle m'intéresse à 2 points et demi. Le ennemi dont vous avez rien à foutre, parce que je suis en train de devenir Colombo, c'est que ma femme est portugaise et c'est moi qui lui ai fait découvrir, parce que c'est une grande artiste portugaise. Et le ennemi supplémentaire, parce que je dis ça parce que c'est pas pour que parler de ma femme, c'est qu'on connaît mal le Portugal en fait. En France, on a l'impression que c'est des mecs qui ont un maillot de foot et qui font des sardines, mais si vous allez, voilà, c'est ça. Voilà. Déjà, le rapport aux colonies et à la question raciale, c'est un vrai sujet au Portugal. Le rapport à la révolution idéalisée avec des fleurs sans violence, c'est quand même pas rien. Et puis, je l'ai dit beaucoup, mais je le redis, il suffit d'aller à Lisbonne et vous voyez des peintres de la Renaissance qui ont le niveau de Raphaël et qui sont pas connus. Quand même, c'est aussi parce que ils sont plus tournés vers la mer que vers l'Europe. C'est comme les Libanais, c'est comme les Corses, il y en a plus hors du pays que dans le pays. Et puis aussi parce que, et c'est là où oui, sauf que Porto, c'est la ville d'Europe où il y a le plus d'investissement, c'est-à-dire la croissance est à plus 20%. Si vous avez l'occasion de lire un truc comme ça, c'est très rigolo, c'est qu'ils ont décidé une politique inverse de celle de Merkel d'austérité. C'est-à-dire ils ont augmenté les salaires, augmenté les investissements, et en fait, ça monte comme ça. C'est intriguant. Voilà, et puis il y a plein de... T'es pas concerné, mais il y a plein de petits vieux qui vont habiter là-bas parce que ça coûte pas cher et qu'en étant sur place, ils réinvestissent des villages qui se redressent. Ne nous égarons pas. Le rapport avec ma femme, c'est aussi, c'est ça là où je voulais en venir, sur la méconnaissance qu'on a de Vieira da Silva. C'est que, c'est ce que j'apprends et que je vous répète, même si c'est un art récent, un savoir récent, c'est que les Portugais de France ne parlent pas le même portugais que les Portugais, n'ont pas la même culture, la même histoire. Comme souvent les migrants, ils ont une espèce de civilisation à eux,
qui fait que nous, on ne peut pas se rendre compte quand on les regarde de ce qu'est le Portugal. Pas du tout en fait. Et le clin d'œil que vous pouvez voir, c'est quand vous allez au théâtre de l'Agora, face à vous, il y a les bornes d'accueil, il y a une immense fresque faite par un artiste de street art, parce que les artistes de street art à Porto sont très très actifs, qui est une sorte de jeu avec les Jaws. Les azul, les roses. Non, Non, c'est pas ça. j'ai été repris. En portugais, c'est parro, c'est Jaws. Et donc c'est un jeu avec des pochoirs qui reprend ce motif dans lequel on les a beaucoup enfermés, mais qui fait penser à ça. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire de Portugal, c'est que Vieira da Silva, elle a depuis 1994 un musée qui lui est consacré au Portugal, et où il se passe un truc qui est rigolo dans notre histoire, c'est que est abrité dans ce musée à Lisbonne les travaux de son mari, Arpad Cesnes, qui alors, pour le dire de façon rigolote, après tout ce qu'on s'est raconté, en un sens, il est meilleur qu'elle, mais il est moins connu. Et il a une place dans le musée. Il y a quand même des revanches. Alors, on a beaucoup vu Vieira da Silva parce qu'elle a été proche de René Char, elle a été proche de tous ces artistes des années 50 en France, et puis parce que elle a fait des tapisseries aussi. C'était le malheur des années 50 en France. Et puis parce que son abstraction, elle est assez figurative en fait. C'est que elle est à la frontière des deux, elle est proche de ce que fait Nicolas de Stel, c'est-à-dire une sorte d'abstraction, figuration qui fait des allers-retours, dans lequel elle construit des réseaux de labyrinthes, de lignes, voilà, qui fait que petit à petit, elle va poser ses couleurs les unes à côté des autres, très patiemment, pour faire des effets de profondeur, d'éloignement, qui fait qu'on rentre assez bien dans l'image. Alors, je trouve ça, je prends des partis pris, je trouve que c'est intéressant parce que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, soit vous marmonnez dans votre coin, soit ça permet justement de positionner. Je trouve ça plus facile à aimer que John Mitchell. Ah oui. C'est plus doux, c'est plus beau. Mais c'est plus simple aussi. C'est plus facile comme peinture. C'est-à-dire, il suffit de prendre un petit camailleux de gris et de faire un éloignement et ça vous fait un petit truc comme ça. Voilà, et ce que fait John Mitchell est beaucoup plus difficile en fait. C'est-à-dire de faire un truc qui a l'air mal fait et qui tienne quand même la route. Là, chez Vieira da Silva, il y a un petit côté bien fini, assez joli en fait. Qui est un démon qui pend au nez aussi de Nicolas de Stel d'ailleurs. Tiens, c'est très beau, mais quelquefois c'est un peu fini. Voilà, elle fait des séries de bibliothèques, labyrinthes, d'un univers. Alors là aussi, c'est plus à la mode dans les années 50, c'est Borges, ou Borges. Borges. Là, on a le droit. Voilà, des choses qui sont plus figuratives comme ça. Voilà, alors l'horizontalité, la verticalité est très marquée. Elles reviennent assez souvent. Il y a ces espèces de plans en fait qui sont face à nous, donc c'est vrai que ça suggère assez vite les bibliothèques. Et puis le simple fait qu'il y ait des formes mais qui ont l'air de s'étager fait une espèce d'éloignement en fait. Dès qu'on a une horizontalité et qu'on a des éléments devant. Ce qui est compliqué à juger, c'est que il y a quelque chose qui est une vraie critique de Vieira da Silva que je peux faire, c'est que c'est jamais tout à fait fini en fait. Ça pourrait être en croissance continue. Ça pourrait continuer à se faire et à s'élaborer. Là, elle travaille, non, assez rarement. Elle travaille là sur une toile écrue qu'elle a laissée indemne. Voilà, là, ça s'appelle la basilique. Bien évidemment, elle va être intéressée par les vitraux, vu cette importance du noir qu'il y a dans sa peinture. Pour la misotie, oui, et puis l'architecture, bien sûr. Voilà le format de face. On a je trouve ça assez beau de couleur et je vous dis, son Cesnes, c'est encore plus beau de couleur avec ce système de recouvrement de choses qui sont devant, derrière.
Je trouve que la composition, la structure de l'image est moins forte. Elle est, voilà, on a un élément en plein milieu avec une sorte de famille de bleus et puis une famille de lignes, et dans lequel elle pourrait nous en faire un mètre de plus, que ça marcherait aussi. Mais si je trouvais ça pas intéressant, je vous le montrerais pas. Hein. C'est une décoration pour le théâtre Gérard Philippe. Voilà encore un homme des années 50 qu'on a beaucoup consommé. Voilà. Et puis, ce que savent faire les Portugais, c'est que chaque station de métro est décorée par un artiste. Il faut que je vous montre un petit film sur Pierrette Bloch. Parce que c'est une femme qui a une démarche d'artiste qui est incroyablement rigoureuse, en fait. Et puis parce que elle n'est pas très connue. On n'est pas obligé de tout regarder, ça dure 8 minutes. Il se trouve que pendant cette période où je vivais à Lisa, il y avait un homme qui s'appelait René, et cet homme a donné une conférence sur la ligne. Et curieusement, cette chose-là m'est restée. Pourquoi j'étais à ce point frappée par l'importance qu'il donnait à la ligne et à la manière dont il en démontrait l'usage et la rencontre. Ensuite, donc, j'ai commencé ces études à Paris et un ami m'avait amené chez Souverbi. Donc, si vous voulez, j'étais déjà bien en train dans le monde du dessin, sans vraiment penser que ce serait le reste de ma vie. Quand j'ai rencontré un jeune Américain, un comédien, qui m'a amené dans l'atelier d'Étienne Decroux. Et là, j'ai dessiné alors quotidiennement. C'était vraiment déjà pour moi, avant tout, un mouvement et une ligne. C'est en ça que ça a été vraiment important. Par ailleurs, il se trouve que j'allais là tous les jours parce que j'avais très envie de la compagnie du comédien américain, que Decroux était lui-même un homme extrêmement bizarre, mais très intéressant. Et je suis sûre que ça m'a beaucoup appris. Après, ce qui a vraiment compté pour moi, c'est le mouvement support-surface. Là, j'ai eu beaucoup de chance de trouver ce papier tout à fait particulier, puisqu'il est blanc au dos. Donc, ça favorisait un côté graphique. Il y a eu toute une série où il y avait comme une sorte de montage, un empilement. Vous pouvez fermer complètement, Laurie ? Un empilement. Et puis après, c'est devenu plus immédiat. Dire ce que je fais. Dire ce que je fais. Mais non, je peux le faire, mais pas le dire. C'est une aventure, toujours. Quelque chose qui m'est inconnu. Elle est morte aujourd'hui. J'ai jamais eu envie d'arrêter, mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai été un peu à l'ombre. Et je suis très touchée qu'on me montre plus d'intérêt maintenant. Je n'ai pas cultivé la solitude, mais bon, dans les périodes où elle était là, je m'en arrangeais. Et peut-être ça convenait à mon cheminement qui est lent. Je ne suis pas du tout féministe, je prends toujours mal le fait d'exposer en tant que femme. Enfin, je prends mal, je ne comprends pas. Il y a des gens qui ont une aptitude plus ou moins grande à faire des œuvres, à faire des choses. Mais
le fait d'être un homme ou une femme n'a rien à voir là-dedans. Il n'est pas l'envers, celui-là. Je pensais à celui qui est sur papier blanc. Ce tout petit noir, là, comme un bateau qui fait du cabotage, on pourrait l'enlever. Parce que finalement, je trouve que ça a plus de tenue comme ça. Ceux qui se rapprochent un peu de mon écriture, c'est un geste plus rapide. Mais comme je le dis souvent, ce n'est pas une écriture pour moi. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai fait toute une série de lignes aussi récemment. Vous aimez celle-là? Les possibilités énormes de ce qu'on peut faire avec de l'encre et des pinceaux, c'est quelque chose de très attachant. Hein. Même quand j'y pense maintenant, ça me fait du bien de me servir de l'encre. Moi, ce qui m'a toujours touché dans vos encres, Pierrette, c'est que le vide a autant d'importance que le plein. Le blanc du papier contribue au rythme. Et vous êtes, par rapport à votre œuvre, en fait, vous ne cherchez pas à remplir nécessairement la feuille. Bien plus tard, j'ai rencontré Parmentier. D'abord, j'aime beaucoup sa peinture. Nous avions curieusement des affinités. Michel Parmentier m'a apporté quelque chose, même dans la ligne. Je le revois dans mon atelier, ici même, m'incitant à. Je lui montrais une encre que j'ai fait récemment, et il me poussait à faire plus long. Une abstraction par la répétition. C'est un vrai parcours, enfin, il y a une sorte d'aventure dans ces longues lignes. On oublie par où on est passé. C'est surprenant de trouver des zones un peu, non pas floues, mais comme embrumées. Mais j'aime bien la brume. Ce besoin de continuer, c'est comme marcher, mieux que je le fais. Entre le moment où j'ai fait des peintures à l'huile, quelquefois avec une gaucherie, et ce qui est venu le plus aisément plus tard, ben, qu'est-ce qui s'est passé? La vie. Déjà, elle n'a pas du tout une gueule d'artiste. Et puis parce que vous verrez que sans vous en rendre compte, s'il y a une dame artiste, il faut qu'elle soit bien lookée. Là, elle ressemble même pas à une mamie, quoi. Elle ressemble à rien. Mais si c'était un artiste homme, ça ne vous viendrait pas à l'esprit. Et la façon dont c'est exposé, j'en ai pris quelques images, c'est à la fois c'est une abstraction qui pourrait ressembler à ce qu'on vient de voir de Vieira da Silva, mais comme vous l'avez vu de près, c'est construit avec du trait qui n'est pas une écriture. Et surtout, quelquefois, ça va vers le fil, en fait. C'est-à-dire, elle fait des dessins. À partir de fil. Elle prend du crin, ou elle prend du fil de fer, qui font que quelquefois, ça devient, vous l'avez vu, des noirs sur noirs très denses, où l'assistant lui disait que les vides jouent autant que ce qui remplit. Quelquefois, vous avez vu, elle cerne la tâche, hein, donc il faut repasser par-dessus, c'est quand même un petit peu long.
On est près de la calligraphie. Mais quelquefois, par le fil réel, on est dans le dessin. On est dans un volume, c'est un vrai fil qui pendouille. Alors il est collé? Non, il peut être suspendu. Vous voyez, on le voit. Et c'est un peu moins marquant, mais voilà, il est quelquefois en métal. Je trouve ça moins intéressant. Et vous voyez, ce qui est écrit là, qui est très intéressant, c'est que c'est un amas de temps. C'est-à-dire, elle rejette le spectaculaire, la virtuosité, la mise en scène, ce qu'il y avait presque dans Joan Mitchell quand même. C'est-à-dire, la peinture, c'est toujours ça a un rapport avec l'héroïsme. Il faut mettre en avant, montrer, définir. Là, c'est quelque chose qui a l'air d'être une sorte de répétition sans fin. C'est quoi support surface? Alors, en fait, c'est un mouvement qui est arrivé un peu après elle, qui s'intéresse à la peinture comme surface. C'est-à-dire, par exemple, les toiles vont être déclouées, accrochées directement sur le mur, voire pendre jusqu'au sol. Quelquefois, ils vont peindre sur le châssis, ou ils vont colorer les châssis qui vont poser sur le sol. C'est une peinture très abstraite des années 50, et qui aura une grande importance. Et quand elle dit ça, elle dit que, en fait, il y a des gens plus jeunes qui sont venus la voir, et elle s'est laissée influencer aussi, ce qui est très passionnant. Hein. Et puis, j'ai oublié de vous le dire, c'est implicite, c'est que c'est une femme qui a une grande importance, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Et je trouve ça assez redoutable, c'est que quand je cherche, vous voyez, comment le dessin s'ouvre vers autre chose. Alors, je l'ai passé un peu vite, mais le dessin, il y avait un salon du dessin il y a peu. Ça permet de regrouper des tas de choses très différentes jusqu'à la gravure. Nicolas Aiello, c'était mon collègue aux ateliers d'art plastique il y a 4 ans. Hein. Et alors, voilà, on peut aller vers des choses qui sont comme du tissage. C'est pour ça que... merci les amis, mais c'est du dessin aussi. C'est-à-dire, c'est du fil avec de la ligne, mais je vous remercie. J'avais un peu froid, ça tombait bien. Mais je vous signale quand même que c'est un peu structuré, c'est-à-dire qu'ici c'est emmaillé, là c'est lâché, là c'est... Et on aurait du mal à savoir par endroit si c'est du métal même. Et... oui, c'est le réflexe de femme. C'est le moment de vous le... Et d'ailleurs, dans la thèse que j'ai décrite et que j'ai utilisée au départ, Fabienne Dumont, justement, elle disait qu'il y a des artistes qui travaillent sur l'abstraction et qui prennent dans des univers qui seraient associés au féminin, comme le savoir-faire et le fil et le tricot, comme chez Laïc qui est exposé encore aujourd'hui. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une forme de fétichisme dans sa manière je ne comprends pas ce qu'elle fait, mais j'ai l'impression qu'il y a une fascination du geste de l'écriture qui confine au fétichisme. Ah bah oui, on va dire à la fois c'est vite regardé, et à la fois c'est aussi parce que ça a été fait 100 000 fois toute une vie, que ça prend une espèce de force. C'est pour ça que quand elle dit c'est un amas de temps, et quand le monsieur lui dit les blancs qui sont entre sont aussi importants que les foncés, c'est qu'on n'est pas forcément... L'abstraction, c'est pas que un truc avec de la peinture qu'on balance, ou c'est pas juste de la géométrie, quelquefois c'est juste du temps qui reprend. Mais ce que je voulais vous montrer, mis à part le fait qu'elle n'est pas très connue, c'est aussi que l'air de rien, elle va dans des domaines très différents. Du fil en relief, du tissage, et puis on le voit sur les dernières. Vous voyez, ça peut être très très grand, ça peut être très très petit, ça peut être sur des feuilles seulement, ça peut être sur des livres, et ça peut être un collier. Ça peut être découpé, reconstruit. Ça peut être juste une répétition toute fine. Et quand le même papier est structuré, il devient presque comme un pliage, en fait. On dirait presque qu'il a été plié en accordéon. Et la petite remarque que je trouvais redoutable, c'est qu'au moment où elle est morte, sur le site, je suis passé vite fait, j'y reviens pour finir. Voilà, on était sur le site de France Culture. L'artiste Pierrette Bloch figure de l'art abstrait, proche du peintre Soulages. Voilà. Ses matériaux privilégiés étaient le fil de crin et l'encre de Chine. Le noir est omniprésent et il fait penser à l'œuvre de Pierre Soulages, dont Pierrette Bloch était ami.
Eh ben ça, c'est du rabaissement féminin. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne dirait pas Pierre Soulages qui était l'ami de Pirate Bloch. Voilà, c'est un truc, c'est des petits trucs cachés que petit à petit, alors c'est normal de s'appuyer sur un mec plus connu pour faire quelqu'un connaître moins connu. Et si les filles sont majoritairement moins connues, ben, c'est normal qu'on fasse référence à. En fait, là, c'est 2 fois et c'est quand même systématique. Alors, une abstraction qui est complètement différente, qui, si vous n'aimez pas le répétitif, ne va pas vous plaire. Hein. Aurélie Nemours va travailler sur de l'abstraction complètement géométrique, qui pourrait faire penser à Mondrian, mais qu'en est pas du tout. Voilà, qui fait des choses très très simples. C'est 1981, hein, c'est assez récent. Avec, vous voyez, ce petit goût qu'on avait vu du zip, qui fait que c'est découpé par endroits, mais pas tout à fait. Qui fait qu'on est à mi-chemin entre de l'abstraction comme un monochrome, mais pas tout à fait non plus. Et ce qui est intéressant dans ce que fait Aurélie Nemours, c'est que, bien évidemment, la façon d'exposer le travail est aussi important. Voilà, il suffit de mettre toutes les toiles côte à côte et ça crée une espèce de ligne de... C'est une pièce qui a été achetée à Beaubourg qui fait presque une 50aine de mètres. Elle va être très intéressée, elle fait partie ah merde, comment ça s'appelle ? Dans les années 20, le mouvement d'art religieux qui se redéveloppe, art sacré, où elle va donc faire des vitraux. Et où elle va quelquefois être dans des abstractions complètement systématiques comme celle-là, quelquefois plus construites comme a fait Malevich, encore plus déconstruite à partir, je vous ai dit, il faut faire du découpage. Et une commande qui va avec ce système de rythme régulier qui est au Frac de Bretagne et qui est un clin d'œil au grand art breton du menhir. Voilà. Plein granit. Alors quelqu'un à la pause me demandait si j'allais parler de Annette Messager. On est plutôt sur la fois d'après, c'est-à-dire sur le corps et sur le rapport au corps des femmes. Peut-être vous ne connaissez pas. Alors ça, c'est vraiment ingrat de montrer ça en photo projetée, parce que Geneviève Vasse, elle est française, et là aussi, elle va travailler toute sa vie sur, au début, des abstractions qui sont proches de Morandi, et puis de plus en plus sur du presque rien. Alors, donc c'est du bleu avant tout, avec des presque rien bleus, qui fait que quand on en voit en vrai, c'est assez beau, mais que à vous montrer, c'est pas facile. Vous voyez, on voit les petits rectangles. Vous voyez, en bas, c'est un peu décalé. Il y a un petit blanc sur le côté, il y a un autre petit rectangle. Donc c'est des presque rien qui font qu'on n'est pas du tout dans du monochrome, on est dans de la peinture abstraite, mais assez radicale. Et qui joue avec l'espace qui est autour. Celui-là, je viens de vous le montrer, il était sur le... c'était là, regardez. Quai Voltaire, une expo éphémère. Un petit à Beaubourg. J'ai jamais vu d'expo unique. Des grands formats qui font un peu penser à Rothko. Oui, les Bleus de l'âme, musée d'art moderne. 95. Alors, la conclusion. Vous vous rappelez peut-être que on avait vu au moment de Camille Claudel, ça c'était un dessin de Rodin, le début de la danse moderne, avec notamment cette danse de la sorcière de Marie Wigman qui fait flipper, qui est une danse expressionniste en fait. Danse sur le sol, pieds nus, geste excessif.
pas vraiment la danse comme on s'y attendrait. Oui, bien sûr. Et puis, pour en voir un petit morceau quand c'est en collectif. Alors là, ce qui m'intéresse de vous expliquer, c'est que la danse n'est plus en train de montrer un objet, c'est-à-dire c'est pas un signe, une émotion, c'est juste un geste. Elle est expressive parce que vous voyez que les poignets sont cassés, les doigts sont tendus, ça fait quelque chose d'un peu crochu. C'est pour ça que la danse de la sorcière, c'est vraiment la pièce la plus importante de cette transformation. Et là, elle danse en extérieur en plus, avec un corps qu'on devine mais qui est un peu masqué. Et ce qu'on voit sur l'image là, c'est que ce sont les vides aussi entre eux qui vont créer quelque chose. Et je pense qu'il y a un fil à chercher puisqu'il y a des germanophiles, entre l'expressionnisme et la création de l'abstrait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'expressionnisme, c'est une façon de forcer les expressions pour que ça ait l'air presque caricatural, mais il y a aussi un jeu avec l'ornement et la décoration qui emmène vers l'abstrait. Ça c'est pour rappel, parce que je l'avais déjà dit. La transition qui se fait, c'est Martha Graham, dont si on va vite, on regarde un petit morceau. Voilà, elle est née en 1894, oui, elle est morte en 91, et elle est considérée comme l'une des fondatrices de la danse contemporaine. Alors, pourquoi ? Vous voyez, elle a travaillé elle a vu Rue de Saint-Denis dans les années 10, si vous avez l'occasion de lire un petit peu, c'est ça qui est chouette. Elle est, comment son style est résumé sur Wikipédia, elle est engagée sur la voie d'un langage chorégraphique narratif basé sur contraction et relâchement du bassin, centre des pulsions. C'est-à-dire que c'est un travail beaucoup autour de la respiration, mais aussi autour du bassin. Et là où on revient à ma première conclusion sur les 2 séances, c'est que si je fais de la ficelle ou du tricot, je ne suis pas forcément une fille, mais par contre je prends quelque chose qui vient de l'univers dans lequel je baigne. C'est pas spécialement féminin. Par contre, ce sont des motifs, des formes qui n'ont pas été pris par le masculin, et c'est comme ça que ça arrive. C'est pas de le faire qui va donner un sens féminin, mais c'est le fait de travailler avec un vocabulaire qui est comme celui-là. Et là, il se passe un petit peu la même chose que désir féminin. Quand elle est prise en photo, vous voyez ici, pardon. Perdu. Ici, voilà, les solos vont être des solos autour de... Les duos, pardon, vont être des duos à un garçon, une fille, autour du désir, de l'érotisme et de la séduction. Alors, l'étape d'après, c'est... je vais passer sur Pina Bausch parce que j'en parlerai la prochaine fois. C'est Lucinda Child. Lucinda Child va être proche de l'abstraction américaine, qu'on a vu là, hein, les gens comme Rauschenberg, la musique sérielle dont on a entendu des morceaux déjà. Et quand c'est remonté, il y a peu, elle va nous expliquer comment cette pièce dance s'est fait connaître en fait. Et après C'était la première création que j'avais fait après avoir travaillé avec Phil Glass dans l'opéra Einstein on the Beach. Et à ce moment-là, c'était ma première fois de travailler, pas seulement avec Phil Glass, mais de travailler avec un compositeur, parce que j'avais travaillé autrement, sans musique, avec la petite compagnie que j'ai eue à ce moment-là. Donc c'était un grand changement pour moi, une grande transition. Et on a pensé à Sol Lewitt, il était un bon ami déjà de Phil Glass, et il a accepté de travailler avec nous pour cette histoire. On a choisi l'idée de déconstruire les danseurs. Et a choisi de faire un film des danseurs. Alors là, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle va travailler avec Philip Glass, qui est de la musique, je veux dire sérielle ? Non, répétitive. Ça n'a rien à voir avec les musiques sérielles. Voilà.
La musique répétitive qui fait qu'on a un motif que vous allez entendre qui revient et qui revient et qui revient. Et avec Sol Lewitt, qui est un artiste abstrait également, puisque je suis autour de l'abstraction. Et on va voir à quel point la chorégraphie de Child et de Kersmaker après a à voir avec l'abstraction. Et ce qu'elle est en train de montrer, dont on va voir un extrait, mais on va le voir en plus grand après, c'est que le jeu sur les corps, les vides, les pleins, c'est ce sol à carreaux que vous avez vu, ces personnages en blanc sur un fond noir, mais surtout ils ont été filmés et ils sont projetés. Et ils dansent en même temps que leur Donc le décor c'est exactement reflet. Dans le film, c'est exactement le même chorégraphie que le danseur sur scène. Et c'était pour moi un travail extraordinaire qu'il a fait. Et j'avais le grand plaisir de refaire avec cette film depuis 36 ans. Avec le film de... Alors, un extrait, c'est tout de suite. En vrai, je l'ai en entier, mais ça dure 1 heure. On va commencer. C'est pas moi qui ai mis en boucle. C'est eux qui sont capables de danser à l'identique. Des centaines de fois. Donc au début en blanc sur fond noir, c'est pas toujours les mêmes, vous avez remarqué. Ça rentre, ça sort. À droite et à gauche. Dans le genre abstrait, ça n'est pas censé suggérer quoi que ce soit. Ça devient de plus en plus complexe. C'est absolument fascinant parce qu'on a envie à la fois que ça s'arrête et en même temps on a envie que ça reprenne dès que ça s'arrête. Et la musique qui contribue bien évidemment. Ils ont fait une petite variation. Voilà. Et la magie, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est derrière, c'est leur image filmée. Ils dansent avec eux-mêmes.
Les petits blancs, c'est les vrais. Vous voyez, le sol à carreaux de Sol Lewitt est important. C'est-à-dire que la géométrie, elle compte vraiment énormément. C'est pour ça que c'est abstrait dans plein de sens, en fait. Et ce que je vous ai montré de répétition, de Pierrette Bloch, c'est quelque chose que de cet ordre-là. Et ce qui est très passionnant, c'est qu'il pourra aller dans la virtuosité, en mettre de plus en plus, et ça évite continuellement ça. Alors je pourrais vous hypnotiser des heures parce que on n'a fait que 5 minutes et oui. C'est quelque chose d'assez classique dans l'ensemble. Et pour servir de conclusion, pour aujourd'hui, là où il y a une femme qui est géniale par-dessus toutes ces femmes, en fait, elle est en train de nous dire... elle est en train de nous dire que la pièce date de 79 et qu'en 2014... elle reconstitue cette pièce. Les danseurs ont disparu, ils sont passés à autre chose. Et donc elle est à nouveau avec des nouveaux danseurs. Donc est-ce qu'on peut faire cette pièce avec des projections d'images de danseurs qui ne sont pas les bons? Avec les danseurs de l'Opéra de Lyon. Ça pose un problème. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a travaillé. Et c'était pour moi un travail extraordinaire qu'il a fait. Et j'ai le bon plaisir de refaire avec cette film. Voilà. Et une autre femme réalisatrice qui va relever le gant de fabriquer ça. Que le film de 35 mm noir et blanc de Sol Lewitt, l'original, c'est très fragile. C'est pas utilisable. On a dû transférer complètement au digital. Et la version digitale de le film, ancien film, ça ne branche pas exactement dans le timing de le film, 24 cadres par seconde, et la vidéo, c'est autre chose. Donc vous avez toujours un petit peu comme ça entre les deux. Donc en reprenant le vieux film et en le transformant sur un autre support, il est trop saccadé, il ne peut pas marcher. Qui décide de le retourner avec les danseurs de l'Opéra de Lyon. C'est une belle qui m'a paru tout à fait extraordinaire parce que j'avais beaucoup d'admiration pour cette relation du film et de la danse qui a été faite en 1979. C'est-à-dire c'est dans les premières fois où on a mis du film sur scène et c'est magistral. Je crois qu'on ait fait mieux depuis. On a essayé de retrouver exactement les mêmes places de caméra, les mêmes cas. Donc il y a des plans en plongée de très haut, il y a des plans larges de face, mais alors avec un certain épaisseur du noir devant le plancher, donc il faut retrouver exactement les carreaux qui sont presque les mêmes, mais ce qui est magique dans cette pièce, c'est la démultiplication de la danse sur scène, de la danse sur l'écran, qui crée une liberté de la danse, une espèce de plénitude de la danse, qui est très rare. On n'a jamais vu de pièce aussi incroyable. Mais pour ce ballet d'hiver, je voulais que ce soit vraiment l'image et le volontiers de Sol Lewitt d'avoir vraiment une relation bien entre ce qu'on voit sur le film et ce qu'on voit sur scène. Voilà. Et la folie, c'est qu'une réalisatrice comme Marie-Hélène Rebois, qu'on a invitée à Bretigny, ait relevé le gant de faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire refilmer à l'identique quelque chose qui ne peut pas se filmer à l'identique. Donc la prochaine fois, on verra comment, puisque là on est plutôt dans quelque chose d'abstrait, vous l'avez compris. Le pendant de tout ça, c'est comment des artistes femmes, dont Prisha Brand, qui chorégraphe aussi, va, elle, plutôt travailler sur le corps des femmes et sur leur représentation. Amusez-vous bien.